Si vous désirez prolonger la magie de ce podcast, je suis très heureuse de vous informer de la sortie du livre « Métamorphose, éveille ta conscience » aux éditions Erol. Ce livre est un voyage des mots parmi 33 podcasts iconiques de métamorphose. Vous y retrouverez la quintessence du message d'invités comme Laurent Gounel, Maud Ankawa, Christophe André, Natacha Calestrémé, Fabrice Midal et bien d'autres encore avec des citations éclairantes et des illustrations de Manon pour intégrer les concepts. Merci infiniment du chaleureux accueil que vous lui réserverez en ligne et chez votre libraire préféré. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Je suis Agathe Lévesque et chaque semaine, j'accueille à mon micro une personnalité inspirante qui vous donnera les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Les secrets, les non-dits, les incompréhensions, ce sont le lot de presque toutes les familles et chacun de nous est le résultat de son histoire familiale. Petit, c'est comme si rien de tout cela n'existait vraiment. Et puis, un jour, en grandissant, on remarque, on comprend, on peut sentir un poids sur nos épaules et se demander « mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire de tout ça ? Est-ce que ma famille est à réparer ?» Mon invitée du jour, jeune artiste, qui réalise, produit, compose, écrit, a choisi, elle, de faire un film documentaire de tout cela. Dans cette enquête, elle part du divorce de ses parents et tire les fils des histoires familiales dont elle subit les conséquences. Elle cherche à comprendre, à rapprocher les membres de sa famille et à trouver, au passage, sa propre voix. Bonjour et bienvenue Romy Trajman. Bonjour Agathe, merci. Merci à toi d'être ici, d'avoir accepté de venir parler de ton film. Alors ton documentaire s'appelle « Le divorce de mes marrants ». Pourquoi ce titre ? Alors, c'est un titre qui fait écho en fait à mon adolescence parce que quand j'avais 14 ans, ma mère avait écrit une chanson qui s'appelait « Moi je te dis lol », donc « Laughing Out Loud », qui a un petit peu changé et complètement changé mon adolescence. J'étais plutôt la petite littéraire au fond de la classe, qui était la fille qui voulait vraiment pas être vue. Et ce clip que j'ai interprété quand j'avais 14 ans a complètement changé ça, m'a propulsée dans quelque chose que je maîtrisais pas. C'était un clip assez pop, j'étais habillée de façon très colorée, très un peu Lolita comme ça. Et en fait, après ces clips, on a décidé d'en faire une série qu'on a écrite avec ma mère. Et moi, j'ai quitté les cours pour étudier par correspondance. Et ça a été toute une adolescence autour de ce mot « lol ». Et en même temps, comme tu le vois dans le film, mes deux parents sont des artistes, des personnalités assez marginales. Mon père est artiste peintre, il fait de l'abstrait. Il souffre aussi de bipolarité, donc c'est quelqu'un qui est assez fantasque et qui a une dimension, je dirais, en marge. Et ma mère est une femme aussi très libre. Et donc ensemble, ils sont... ensemble ou pas ensemble, parce qu'ils sont plutôt pas ensemble, mais tous les deux incarnent aussi cette marginalité. Et ce titre était un pied de nez parce que c'est pas un film classique et je voulais prendre un pas de côté et twister en fait le film comme je le fais dans le documentaire. C'est un documentaire musical, donc la forme elle est twistée à l'image du titre. Voilà. Tu mentionnes ton père. Le pitch du film en fait, c'est qu'à 21 ans, après 10 ans sans l'avoir vu, tu décides de retourner, de renouer avec lui et de filmer tout ça. Ça a été quoi le déclic qui t'a amené à te dire je vais y retourner ? Oui, alors j'avais étudié en fait le scénario dans l'école de cinéma de Luc Besson à l'époque, à la Saint-Denis, l'école de la Cité. Et en sortant de cette école, je commençais à écrire des histoires et toutes tournaient autour d'une famille. En fait. Petit à petit, j'ai compris que c'est un peu la mienne, mais que la substance, en fait, je voulais écrire sur la famille, c'est quelque chose qui me passionne, les rapports, le clan, les secrets, le poids aussi de la famille. Mais j'arrivais pas à aller au bout, en fait, de ce script et de ce scénario parce que moi-même, je n'avais pas les clés. Et c'est en étant, en fait, en colloque avec une amie qui venait du documentaire, Anaïs, où un soir, on parlait jusqu'à plus d'heures, et je lui raconte l'histoire de mon père. Je lui raconte le fait que lui, il habite à Bruxelles, dans une maison d'hommes, que je l'ai pas vu depuis 10 ans, que son propre père est un rescapé des camps, que voilà, c'est complètement... un monde, en fait. Il habite dans ce monde-là et moi, j'ai l'impression d'être à l'opposé de tout ça, mais en même temps, je pense qu'au fond, j'étais déjà assez intriguée. C'était quelque chose qui nourrissait même mes scénarios, cette image du père absente, mais en moi quand même présente, mais absente. Donc il y avait un manque. Et Anaïs, qui est une fille assez
assez étonnante et qui capte bien les gens, me dit mais ça te dirait pas qu'on y aille et moi comme ça je peux peut-être te filmer, voilà. Je trouvais ça, je me dis pourquoi pas, en même temps ça peut faire des archives pour mon script de film, et en fait petit à petit on est rentré dans une vraie enquête et voilà, on a commencé ce film. Est-ce que c'est nécessaire pour toi de se sentir prêt pour entamer ce travail qui finalement est une quête dans le transgénérationnel? Tu vas aller chercher vers ton père, vers ton grand-père, aussi tes grands-parents du côté maternel. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de sentir qu'à l'intérieur, on peut y aller, faut y aller? Alors prêt, c'est une vraie question parce que je pense que on n'est jamais complètement prêt parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Moi, je sais que dans ce film, j'ai vécu des moments, j'avais l'impression que j'en sortirais jamais. D'aller chercher des choses, d'en découvrir d'autres, de me ramasser de plein fouet des secrets qui sont pas évidents quand on les accueille. Enfin, c'est explosif. J'avais l'impression que je serais pas capable de me relever. En fait, je crois que ce qui est important, c'est de se dire, est-ce que ce besoin est très très fort? Moi, j'avais un besoin vital. J'avais l'impression que ce film, j'étais prête à tout pour ce film. S'il fallait que je déménage de ville, j'aurais déménagé. C'était un aimant, je me sentais aimantée parce que après, c'est plus enfoui, c'est aussi une pierre qui me manquait, un morceau de moi en fait. J'allais chercher ce morceau. Mais je pense même pas que j'étais forcément prête. Et d'ailleurs, ce film m'a énormément... Enfin, tout le travail du film, cette enquête, le fait de tenir pendant 3-4 ans un projet comme ça à bout de bras, au début toute seule, ensuite petit à petit avec des partenaires, c'est quelque chose qui renforce et qui m'a aidée à avoir plus de patience, ce que je n'avais pas du tout au début. Et j'étais pas prête. Mais peut-être que je le suis devenue au fur et à mesure, je dirais. T'as fait ta propre transformation au final avec cette aventure à la fois du coup professionnelle par le film et en même temps hyper personnelle. C'est une histoire du coup forcément intime. Pourquoi au final t'as voulu en faire un film qui puisse être vu à une plus grande échelle? Alors, je pense que c'est un peu de l'inconscience. C'est sûr. Quand on fait un truc comme ça, on s'en rend pas compte. C'est des années plus tard qu'on se dit ah quand même, c'était quand même un peu. Est-ce que vraiment c'était une bonne idée? Audacieux, risqué, je sais pas. Et en même temps, c'est un geste. Et je me dis que le cinéma, c'est toujours ça part d'un geste. Il faut avoir cette, en même temps, cette rage, cette inconscience, cette pulsion, je dirais, une pulsion. Pardon, j'ai perdu le fil de ta question. C'est une histoire intime. Pourquoi t'as voulu en faire un film qui puisse être vu? Et en fait, je pense aussi que c'était intéressant de montrer... J'avais l'impression que ma famille, ou le genre de ma famille, n'était pas quelque chose que je voyais à l'image, ou même dans les écrits, ou autour de moi. C'était comme si je vivais dans une cellule où, au fond, j'avais pas de référence autour de moi. De représentation. Je manquais de représentation. Je me disais, voilà, mon père est comme ça, mais moi, je vois aucun père qui est comme ça. Ma mère, elle est comme ça, mais je vois personne qui est comme ça. Donc, au fond, je me sentais peut-être un peu aussi isolée ou seule, et je me suis dit, bon, je vais montrer ça. Et c'est une façon de décomplexer aussi chacun, parce qu'on vit tous dans l'intimité, on a l'impression d'être seul, et en fait, en fin de compte, on n'est jamais seul. Et d'ailleurs, le film a été montré dans plusieurs festivals, et j'étais très, très émue d'avoir des retours de personnes d'âge, de milieux sociaux complètement différents, qui me disaient combien ce film leur parlait, combien ils avaient l'impression d'être entendus, que ça les décomplexait, que ça les libérait. Ça, c'est vraiment le plus beau cadeau, parce que je pense que quand on offre aussi au fond, ces blessures et cette volonté de transformation, on aide en fait, on décomplexe. Et je pense que c'est ça aussi. J'avais envie de libérer la parole dans ma famille, et puis d'offrir aussi cette représentation. En parlant de libérer la parole, t'expliques au début que, comme dans beaucoup de familles, il y a des discussions qui sont parfois évitées. Tu prends l'exemple de ta grand-mère, avec qui tu t'évites de parler de tel ou tel sujet. Et à un moment donné, t'as trouvé le courage, t'as décidé de lui en parler. Mais comment t'as trouvé le courage? Comment on libère la parole déjà dans sa propre famille? Je dirais qu'il faut être tenace. Il faut tenir le truc. Longtemps, il faut avoir de la patience. Les choses, elles sortent pas tout de suite. C'est vrai que le tournage, c'était 3 ans. 3 ans, on a cette caméra, on va, on vient. Il y a énormément de rushs qui sont 200 heures de rush, en fait, pour ce film, pour 1h20, en fin de compte. Parce qu'il y a énormément de choses qui sont pas très intéressantes. Mais cette caméra, elle est là, et l'objectif, c'est que les membres de ma famille s'y habituent. En fait, que ça devienne un élément. Alors, c'était Anaïs qui était derrière la caméra, et elle s'est tout de suite intégrée dans la famille. C'était comme un nouveau membre de la famille. Elle a cette capacité
discrétion, de bienveillance, voilà. Donc oui, parler de ça avec ma grand-mère, c'était touchy, enfin, c'est même pas le mot, c'était un truc enseveli de chez enseveli. Je pense que ça a jailli d'un moment où vraiment je m'y attendais même pas moi, en fait. Parce que dans le film, c'est ma grand-mère qui en parle. Donc elle parle enfin je peux le dire, voilà, d'inceste. Donc ma mère a été victime d'inceste quand elle était petite. C'est quelque chose qui a toujours été tu. Et en même temps, comme tous les secrets, en fait, c'est tu, mais on le sait. C'est présent, en fait. Il y a un truc qui est tendu. Exactement. Et ça, je trouve... Je veux pas vivre dans ça. Je veux pas vivre dans ce monde-là. Un monde où je trouve ça... C'est pas du tout ma vision de la vie. Ma vision de la vie, c'est dire les choses pour avancer, pour transformer, métamorphoser. Sinon, on reste, on stagne. Voilà. Et donc, voilà, ma grand-mère, en fait, par elle-même, par le destin, je sais pas, le hasard des choses, à force d'être filmée, en a parlé d'elle-même. Et ça rejoint un peu ce que dit à un moment ton père. Il dit « Les non-dits sont pires que la parole peut libérer ». Et donc, toi, t'as l'air d'être plutôt d'accord avec ça, vu ce que tu nous dis. Est-ce que tu penses que, du coup, tout doit être dit dans une famille ? Là, on a quand même un assez gros exemple avec cet inceste, mais est-ce que vraiment tout doit être transparent pour les enfants, les parents, les grands-parents ? Tout doit être dit à partir du moment où c'est quelque chose qui a une importance dans la construction, je pense. Nos vies personnelles, je sais pas, nos histoires, nos relations sentimentales sont des choses privées, etc. Mais en revanche, quand ça impacte l'autre, quand ça se transmet, quand c'est quelque chose qui peut avoir une influence sur la vie de l'autre, oui, je pense que ça doit être dit. Comme quand là, tu dis que tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche, qui forcément pèse quelque part, il faut lever cette chape de plomb. Oui, complètement. C'est libérateur. Et d'ailleurs, même mes parents, après le film, m'ont dit que ça leur avait fait du bien, en fait. C'était pas facile de faire ce film, parce qu'ils disent des choses qui ne sont pas simples pour eux. Ils se mettent à nu. En même temps, chacun se met à nu. C'est vraiment un pacte un peu familial. On s'est dit, on y va tous. Mais aujourd'hui, je vois mon père qui peint des choses différentes, ma mère qui compose des chansons tout à fait différentes, mon frère qui a envie aussi de faire du cinéma. Chacun, en fait, ce film a pu un petit peu les porter, comme un élan. Dire, on avance vers un autre chapitre aussi. Légèrement, parce que tout prend du temps. Je dis pas que ça a un impact, waouh. On saute pas au plafond, mais en tout cas, petit à petit, les choses, elles se libèrent et je trouve ça très joli. Tu sens qu'il y a des relations, enfin que les relations ont changé, se sont métamorphosées pendant et depuis ce film ? Ouais, franchement, même avec mon père, les rapports que j'ai avec lui sont plus justes aussi, plus sensibles. Peut-être que la colère que j'avais s'est un peu atténuée. Et je pense que l'image du père, c'est aussi l'image de l'homme. Enfin, on a cette... Donc moi, j'essayais, je me suis dit, je veux pas forcément reproduire cette histoire. Parce que forcément, on a toujours des modèles. Nos parents sont nos premiers modèles de couple, etc. Et en allant enquêter aussi sur leur divorce et leur histoire d'amour, je me suis dit, moi, comment je peux inscrire aussi une nouvelle histoire ? Qu'est-ce que je peux construire de différent de mes parents ? Oui, c'est aussi une démarche personnelle qui fait que faire la paix avec ce qui s'est passé dans ta famille, avec le divorce de tes parents, mais aussi tout ce qui en découle, tout ce qui était avant, et de manière générale dans les familles, en fait, faire la paix avec l'histoire du passé permet de faire la paix avec toi-même et de mieux te construire. Oui, c'est ça, de recommencer sur une base un peu neuve, un peu vierge. Et même si c'est cassé, parce qu'on a tous des drames, etc., c'est comme ça, en fait. On a compris que c'était comme ça, mais maintenant, nous, on peut avancer vers autre chose. On ne le porte plus. C'est ne plus le porter. C'est ça qui est dur, je trouve. C'est de le porter. Vouloir réparer, c'est aussi le porter. Au fond, on ne peut rien réparer. On peut juste avancer. Et se délester, en fait, de cette histoire. Est-ce que les années qui passent, la maturité peuvent permettre de porter un regard nouveau sur sa famille et sur ce qui pèse notamment sur elle ? Là, tu parlais de te délester. Forcément, quand tu fais une enquête pareille, tu poses un nouveau regard parce que déjà, tu as quelque chose à regarder, tu es au courant de tout. Mais est-ce que le fait d'avoir grandi en faisant ce film, le fait de grandir de manière générale et de poser un nouveau regard peut permettre de se délester plus facilement ? Oui, et je trouve qu'on comprend mieux, enfin, en tout cas dans cette démarche de mon film, je comprends mieux mes parents. Avant, je les regardais comme que mes parents. Mais maintenant, je les regarde aussi comme des êtres humains qui ont été des enfants, qui ont des blessures chacun, qui se sont construits de façon quand même
incroyables. Mon père vient d'un milieu ouvrier, son père est polonais, il a un rescapé des camps. Pour lui, c'était la survie avant tout. Mon père a jailli dans cette famille. À 11 ans, il a vu une œuvre d'art à l'école parce qu'il allait dans un musée. Il n'était pas hyper assidu comme enfant. Il a vu cette œuvre d'art. Et là, il a vu un monde possible. Et après, il a fugué. Il allait au musée tous les jours. Regarder les autres tableaux. Et je trouve ça magnifique. C'est cette vocation-là. Tout seul, il se l'est construite. Et il m'a d'ailleurs toujours dit, je ne sais rien faire d'autre, en fait. La peinture, c'est la seule chose que je sais faire. Ma mère, c'est pareil, elle vient d'un milieu un peu plus bourgeois. La musique est venue aussi à elle. Donc c'est aussi des parcours de vie, chacun, où ils ont voulu s'émanciper de leur famille, se construire à part entière. Alors il y a toutes les embûches aussi sur le chemin, machin, comme chaque vie. Mais en même temps, ce que je regarde, c'est quand même 2 êtres qui, bien qu'ils n'aient pas réussi à construire une famille, bien que chacun, ait ses blessures comme nous tous, au fond, c'est aussi des parcours de vie qui sont riches. Et c'est beau de voir ça. Quand je regarde mes parents, je vois aussi ça. Ouais, c'est important au final de, comme tu dis, de voir ses parents comme autre chose que ses parents, comme des êtres humains. Et en fait, toute sa famille, ça permet aussi de mieux se rendre compte des épreuves qui ont été traversées et des conséquences que ça peut avoir et de prendre un recul finalement. Complètement. Et puis je pense que ça nous fait grandir de voir ses parents aussi comme des êtres humains. On se dit, bon, on est certes un enfant, mais on devient adulte. Donc on peut se dire... c'est aussi à nous de prendre nos responsabilités. Voilà, je l'assume. C'est vrai que j'ai tout à fait besoin, et ça a été tellement important de faire ce travail, et ça m'a permis aussi de me rendre compte à la fin que ce que j'avais l'impression de porter, c'était aussi parce que j'étais l'enfant, et petit à petit on grandit, on se dit maintenant je suis un adulte. Donc je suis libre de faire des choix. Et si je décide aussi de ne plus regarder ça comme un poids, je peux y arriver au fond. Enfin, en tout cas, je peux commencer à y arriver. Oui, au final, tu as trouvé ce moyen-là de gérer. Toutes les familles ont des épreuves, ont traversé des moments durs. Toi, dans ton enquête, on l'a dit un peu plus tôt, tu fais face à l'inceste, à la maladie au côté psychologique, aux séquelles laissées par la Seconde Guerre mondiale. Comment on gère le poids de ces découvertes quand tu le disais, on se lance là-dedans, on n'a aucune idée de là où on met les pieds finalement. Comment tu te prends ça dans la tête? Qu'est-ce que t'en fais? J'ai découvert, c'est vrai, dans le film, donc l'inceste que ma mère avait vécu, qui en fait était à la fois une découverte qui m'a complètement chamboulée. C'est à ce moment-là que j'ai voulu arrêter le film. Ça a été tellement violent pour moi, parce qu'évidemment, en tant que fille, femme, c'est très, très violent d'entendre ça quand on sait que notre grand-père, que ma mère en plus a voulu en parler, mais qu'elle a été tout de suite... c'était impossible dans la famille d'en parler parce que sa propre mère refusait tout dialogue. C'est très, très violent. Il m'a fallu du temps. Aussi, ça m'a permis de comprendre mieux ma mère, vraiment, à tous les niveaux. Et de l'autre côté, du côté de mon père, donc c'est la bipolarité. Mon père est bipolaire, enfin souffre de bipolarité. Je découvre aussi que sa propre mère a des... je dirais déjà... des troubles aussi mentaux qui n'ont pas été diagnostiqués parce que c'était après la guerre, qu'en fait à l'époque on n'allait pas comme ça chez le médecin, que c'était pas comme aujourd'hui. Et donc c'est à la fois c'est troublant en fait, c'est très troublant de découvrir tout ça parce qu'on se dit quand même waouh, il y a du lourd. Et en même temps je voulais le regarder d'un point de vue aussi positif parce que ce soit du côté de ma mère, en fait, déjà, je vois une femme qui a su se construire seule, enfin, qui s'est construite, qui a décidé de créer autre chose. Donc, je vois aussi une force de vie chez ma mère qui est incommensurable. Et chez mon père, cette folie est liée aussi... Enfin, il a eu l'art pour l'exprimer. Donc, il a pu la transformer. Alors, malheureusement, dans mon histoire d'enfance, cette bipolarité n'étant pas soignée, c'est pour ça que mes parents m'ont divorcé en grande partie, c'est parce que c'était pas vivable pour ma mère et qu'ils ne prennent pas ses médicaments. Mais si je regarde d'un point de vue plus, peut-être aussi spirituel ou artistique, mon père est quelqu'un qui a, je dirais presque une dimension biblique en lui. Il a quelque chose de très puissant comme ça, comme un karma. Et ce qu'il pense est très audacieux parce qu'il fait de l'art abstrait. Il se fiche de toutes les conventions. Il y va.
Et c'est presque animal, en fait. Sa démarche est animale. Et c'est quelque chose, au fond, qui, en tant qu'artiste ou créative, m'inspire parce qu'il a une vraie liberté, en fait. Donc, je décide de regarder aussi l'aspect lumineux. Nietzsche disait « Il faut du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse ». Tu connais ? Oui, je trouve c'est magnifique, très belle phrase, cette phrase. Et ça, c'est tellement ça, on peut transformer les choses. Voilà. Donc, je décide de regarder la part de transformation de mes parents. Accepter la part d'ombre et de lumière au final. Qui renforce aussi la lumière et qui permet de la faire jaillir. Parce que du coup, elle a un fond. Quel rôle peut avoir un témoin proche de la famille dans la résolution de ce genre de conflit ou de moment où la parole jaillit, la parole sort et il faut en faire quelque chose. À un moment donné, toi, dans le film, tu vas voir le médecin de famille qui t'explique le trouble dont souffrait ta grand-mère. Est-ce que c'est important d'avoir ces personnes extérieures, il y avait aussi Anaïs, qui permettent d'être un peu des attaches externes ? En quoi c'est important ? Ouais, c'est un côté un peu plus, je dirais, rationnel, terre à terre. Anaïs, elle est fille de psy, donc elle a aussi une dimension comme ça, où elle est dans l'écoute, attentive. Donc Anaïs est ma co-réalisatrice. Et donc la doctoresse qui est interrogée aussi dans le film est une personnalité particulière aussi, intéressante, qui dit les choses. Je pense que le film a différentes dimensions et je voulais aussi montrer cette dimension plus médicale, en tout cas plus concrète, de se dire qu'est-ce que le trouble bipolaire, comment il se manifeste, avoir aussi un point de vue tout à fait distinct de la famille, qui n'est pas emprunt en fait au milieu, parce que quand on vit au milieu de tout ça, c'est très difficile de garder des repères stables, on est pris comme dans un tourbillon. Tandis que cette doctoresse, elle est en extérieur de la famille, elle connaît la mère de mon père, ses frères et sœurs. Donc elle a un regard très très avec beaucoup de recul, et c'était ce regard-là que je voulais aussi dans le film. Que tu sentais important aussi pour toi, voir les choses d'un autre point de vue. Oui, et en même temps ça confirmait ce que je pensais. C'est qu'on vit des choses qui... C'est vrai que dans la folie, il y a quelque chose où des fois on se dit, mais est-ce que... parce que la ligne rouge, elle est... On se dit toujours, est-ce que c'est moi qui pense ça ? Est-ce que c'est réel ? Comment la folie est perçue ? Parce qu'au fond, la folie, c'est quelque chose de tellement sensible. En même temps, on a tous des excès, on a tous des accès de folie, etc. Mais quand c'est vraiment clinique et qu'on vit au milieu de ça, avoir un point de vue de quelqu'un dont c'est la spécialité, en l'occurrence la psychiatre et doctoresse de la famille, moi, ça me permettait aussi de poser quelque chose de stable en moi, de me dire, voilà, ça c'est dit, je le sais, c'est comme ça. Voilà. Tu poses une pierre où tu dis, ça c'est immuable, c'est un fait, c'est pas quelque chose que j'interprète ou que je vais inventer par des propres calculs de ce que je vois, de ce que j'entends. C'est exactement. Quelque chose qui est là. Exactement, et dans le film, je dis que je ressens une violence, mais qu'elle est diffuse, je parviens pas à la toucher, parce qu'en fait... Déjà, il y a toute une masse de non-dits qui est derrière. Donc, mon père, aussi sa famille. Bien sûr, il y a le silence des camps, il y a le silence de la maladie. Il y a cette violence silencieuse. Elle est présente et elle est lourde. Voilà. Et du coup, moi, dans ce tourbillon-là, je suis prise comme dans le tournant comme ça. Et avoir une voix à côté qui n'est pas dans le tourbillon et qui me dit les choses, ça me permet aussi un peu de sortir un pied du tourbillon et de me dire, ok, là, je peux regarder les choses avec de la distance. Voilà, ça m'aide à avoir du recul aussi. Est-ce que ce film a fait office de un peu thérapie familiale ? Il y a un moment donné où c'est mentionné dans le film. Quelle importance ça peut avoir de faire une thérapie familiale ? Et est-ce que tu en as fait une avec tes parents, avec ton frère ? Ouais, je pense que c'est aussi une forme de thérapie. Je m'en rendais pas... je savais que c'était nécessaire de faire ce film, mais j'aurais pas nommé ce mot comme ça. Non, c'est vrai que souvent les retours me disent « Ah ouais, c'est génial, c'est une forme de thérapie aussi pour toi, tous les membres de la famille. » C'est vrai que ça aide à se construire sur des bases plus claires. Quand on va déterrer en fait les secrets, quand on va les dire, les poser finalement, c'est tellement moins violent de dire les choses. Parce que ne pas les dire, on s'imagine tout. Tout est possible en fait, puisque la chose n'est pas dite. Donc on peut tous imaginer, l'imaginaire est foisonnant. Ouais. On part dans... C'est comme un arbre, quoi. On peut tout imaginer. Tandis que quand les choses sont dites, soudainement, ok,
on le sait, c'est fait, c'est dit. Et maintenant, on passe à la prochaine étape. Donc, en fait, c'est très, très libérateur. Et c'est là que je pense que c'est une thérapie pour tout le monde. Du coup, mes parents ont vu chacun le film. Chacun a accès aussi à l'histoire de l'autre, parce que même mes 2 parents se dévoilent dans le film. Donc, je pense que oui, ça a apaisé, en fait, un peu le regard que chacun porte sur l'autre. Et est-ce que tu t'étais un peu, ou a posteriori, renseignée sur les thérapies familiales ? Est-ce qu'à un moment donné, tu as envisagé que le fait de se libérer de ça, de se soigner, pouvait passer par autre chose que ton film ? Non. Peut-être parce que justement, dans ma famille, c'est des personnalités aussi. Mon père est peintre et ma mère est musicienne. Je pense qu'ils n'auraient jamais accepté une thérapie familiale. En tout cas, pas les 2 ensemble. Peut-être un dirait oui une fois, l'autre oui l'autre fois, mais les 2, je pense pas. Et il fallait qu'il y ait aussi peut-être un objectif artistique à tout ça, une forme de construction. Pour faire le lien ? Pour faire le lien et pour construire quelque chose de ça. Et au final, c'est pas le tout de vouloir soigner, faire une thérapie. Si t'emmènes des gens dans un processus qui leur iront pas, ça va pas fonctionner. Alors qu'au final, là, c'était c'est aussi leur langage. Ouais, exactement. Et comment tu sais, comment t'as senti, comment on peut sentir à un moment donné qu'il est temps de refermer le chapitre, d'arrêter de creuser et se dire, là, je pense que j'ai eu ma dose et que j'ai mis à plat ce que j'avais besoin de mettre à plat. Je passe à autre chose. J'avais l'impression que j'avais entendu un peu les 2, du côté de mon père et ma mère, les 2 choses les plus emblématiques en fait, et les plus. J'avais l'impression d'avoir touché aussi le cœur de leurs blessures à chacun. Alors c'est un peu une intuition parce qu'en soi je pourrais pas dire que c'est réel. Mais les connaissant, en ayant été avec eux, j'avais l'impression que finalement, le fait que mon père avoue aussi que sa propre mère souffrait d'une maladie psychique, que c'était pour lui très difficile à vivre quand il était petit, qu'il avait bien vu que les autres mères étaient pas pareilles que sa propre mère. Mon père a aussi manqué d'une présence féminine, une présence maternelle. Il s'est construit, et c'est une blessure qu'il ne m'avait jamais dite. C'est un tabou aussi. Du côté de ma mère, pareil, elle a une structure familiale cassée à la base, puisqu'il y a une trahison de la part de son père. Donc, de toucher ces choses, j'avais cette impression, cette sensation de me dire, ok, là j'ai pu comprendre aussi leurs propres blessures, et on peut aller, on peut finir ce chapitre. C'est de la pure intuition, voilà. Et c'est aussi parce que ça faisait 2-3 ans qu'on tournait beaucoup, et que ces choses-là ont jailli à la fin, après beaucoup de temps aussi, où il y avait des choses qui se disaient, mais qui étaient pas de l'ordre de la révélation, ou de choses qui pouvaient faire avancer les choses. Là vraiment, on touchait l'intime le plus... Et je sentais que mes parents étaient chamboulés aussi par ça, mais que ça les faisait évoluer. Enfin, le fait de le dire... Et Anaïs, qui est ma co-réalisatrice aussi, enfin, c'était un sentiment commun, en fait. On s'est dit, on arrive, là, on a touché quelque chose. Ok. Avoir conscience que tout ça peut prendre du temps aussi. Là pour ta part, ça a pris 3 ans. Peut-être que ça a été favorisé par le film et toute la démarche autour. Mais effectivement, c'est pas des choses qui vont sortir d'un coup, puisque personne n'a... Enfin, c'est rare quand même qu'en fait, il y ait juste à venir se poser face à quelqu'un dans ta famille et dire, bon alors, maintenant dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui fait que t'es comme ça aujourd'hui ? Qu'est-ce qui va mal ? Ça prend un temps, il faut avoir cette patience. Complètement, il faut préparer le terrain, comme on dit. Il faut qu'il y ait tout un alentour, qu'on ait préparé en fait déjà que ce soit bienveillant, que cette caméra soit bienveillante, qu'on comprenne que même si c'est une caméra, en fait elle est là aussi pour aider, et que ça devienne naturel, parce qu'évidemment une caméra au départ c'est pas du tout naturel. On se braque, on a l'impression d'être vu, pas sous son meilleur jour, et finalement c'est ça qui est passionnant dans le documentaire en fait, c'est qu'on est dans la caméra fait corps avec la vraie vie, et petit à petit elle se fond dans le décor. Et mon père a oublié cette caméra. D'ailleurs, il est étonnant aussi à la fin du film, parce que il se lâche complètement. Voilà.
Mais sans caméra aussi, ça peut être compliqué de faire toute cette démarche. Toi, à chaque fois, il y avait la caméra, ou il y a aussi des moments où tu as juste eu le besoin de discuter comme ça, quand tu sentais qu'il y avait des choses qui s'ouvraient ou qui justement avaient du mal à s'ouvrir, d'avoir cette discussion simplement face à face, sans rien autour, et dire « Ok, là, il y a juste toi et moi, on va discuter ». Il y a eu quelques moments comme ça, mais c'est vrai que quand j'allais en fait chez mon père, alors c'était très compliqué personnellement d'aller chez mon père toute seule, parce que ça remuait beaucoup de choses. C'est une maison qui a une atmosphère très particulière. C'est une maison sur 3 étages à Bruxelles, donc avec le frère de mon père, le père de mon père. Donc c'est une maison complètement d'hommes qui n'a pas du tout évolué en 30 ans. Il y a des tableaux partout et il y a une forme de mélancolie comme ça dans cette maison. Et quand j'y allais, c'était déjà Déjà, je devais prendre sur moi beaucoup, parce que je pense que ça me faisait rejaillir une partie de mon enfance. C'était quand même assez deep, assez profond. Et le fait d'avoir Anaïs à mes côtés, une amie, une caméra qui était bienveillante, ça atténuait en fait complètement. Et ça rendait possible en fait le dialogue avec mon père. Au fond, cette caméra était un peu un filtre entre lui et moi, mais un filtre artistique, à l'image aussi de ce qu'il est, parce que c'est un artiste. Même s'il fait pas du cinéma, il fait de l'art, mais il comprenait en fait ma démarche. C'est ça aussi qui est très joli, c'est que pas tous les pères auraient accepté. Au fond, peut-être même qu'il a plus accepté avec la caméra que si non, parce qu'il aurait écouté complètement. Lui, il est dans une dimension aussi où il peut comprendre. Mais il comprenait l'idée que je fasse un film thérapeutique. Il se demandait à un moment si c'était pas complètement taré de ma part et si ça allait mener quelque part. Il était même plutôt inquiet. Il avait des fois des discussions avec ma mère, tous les deux, pour une fois. Il disait, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que ça va? Est-ce qu'elle va bien? Mais au fond, oui. Voilà. Et est-ce que tu penses qu'on peut vraiment réparer les blessures du passé et les conséquences qu'elles ont? Ou c'est simplement s'en délester? Ou qu'est-ce que ça donne? Ouais, à la fin du film, c'est vrai que je dis qu'au fond, je pensais réparer, mais qu'on peut pas réparer les choses. Ce qu'il faut, c'est se dire, bon, bah voilà, j'accepte tel que c'est. Ça a une allure un peu hors du commun, un peu cassée, un peu... même s'il y a eu de la violence, s'il y a eu des choses comme ça a été le cas. C'était comme ça. Mais je peux pas changer le passé. Le passé, il ne peut pas être changé. En revanche, on peut changer le futur. On peut changer le présent. On peut se dire, bon, bah... Tout est dans la manière dont on va regarder ce passé. Est-ce qu'on va le regarder en se disant « je ne veux pas que ce soit comme ça » ou est-ce qu'on va regarder en disant « bon, ok, c'est comme ça, et puis je l'assume ». Et je pense que le fait d'assumer, le fait de l'accepter, c'est ça qui est salvateur, en fait. Voilà. Et s'il y avait vraiment une autre grande leçon que tu retiendrais de cette aventure, ce serait laquelle ? Je crois que c'est la patience. Ce film a été, à mon sens, un apprentissage de la patience. Et j'avoue que c'est une qualité que je n'avais pas mesuré son ampleur, en fait. On ne sait pas quand on se lance dans un film. Et d'ailleurs, même si j'ai fait une école de cinéma, on m'a jamais dit c'est un métier d'endurance, c'est un métier de patience. C'est un métier de créativité, oui. Mais la créativité, souvent, c'est très instantané. Et ensuite, c'est comme écrire. On écrit d'un jet, puis après, il faut relire. Relire, c'est jamais le plus simple. Et donc, la patience, je trouve qu'en tant que... à tous les niveaux, dans la vie, en fait, c'est un mot qu'on perd parce qu'on est dans une société qui va vite, trop vite. Et au fond, c'est peut-être dans la patience que j'ai vécu des moments de joie. Quand j'attendais plus, quand j'étais plus dans une volonté d'avoir quelque chose vite. Quand finalement, je me laissais porter par le courant, comme on se laisse porter par une vague, en se disant... c'est comme ça, j'attends, il se passera quelque chose, mais j'accepte le présent. Et là, en fait, il y avait de la joie. Et je crois que c'est ce qui m'a aidée vraiment dans cette aventure, c'est de prendre la patience comme une alliée, en fait. De se dire, tu vas m'aider pendant 3 ans, il faut que j'apprenne ce mot. Et puis voilà, ça c'est la patience, je dirais que c'est la découverte, en fait, de ces 3-4 dernières années. Et est-ce que aussi peut-être apprendre à laisser de côté les jugements? C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure du fait qu'on voit nos parents comme nos parents, ce qui semble logique jusqu'ici. Mais du coup, on a des attentes vis-à-vis de ce statut, de cette chose qu'ils représentent. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un moment donné où, effectivement, en découvrant que ce ne sont pas que des parents, ce sont des êtres humains,
il n'y a pas cette nécessité aussi de dire du coup, je vais les regarder comme je regarderais d'autres êtres humains en essayant de laisser de côté mon jugement, mes attentes, mes envies, mes projections sur eux. Si, complètement. Et ça fait partie du fait de regarder ses parents comme des êtres humains et plus comme que des parents. C'est-à-dire pas que comme des êtres qui doivent nous aider, qui doivent être nos épaules, nos alliés, etc. De se dire... alors, je dis pas que j'y arrive tous les jours, moi aussi, oulala, j'aimerais petite, j'avais une image d'un père à l'opposé de mon propre père. Je voulais un père très très solide. Mon père n'est pas quelqu'un de très solide, il est en mouvement, il est mouvementé dans son être. C'est quelqu'un qui est plutôt instable de par sa maladie, donc c'était compliqué d'assumer cette instabilité, de me dire c'est pas comme ça que je vois le père idéal, etc. Mais en fin de compte, si, c'est hyper intéressant, on change son regard, on se dit, voilà, on a les parents qu'on a, qui ont fait ce qu'on est, et ils sont... L'imperfection et aussi le fait de changer son idéal, puisqu'en fin de compte, c'est très bien d'avoir des parents, mais c'est pas eux qui vont nous aider qui vont nous aider sur le chemin, c'est à nous de nous construire. Donc je pense aussi qu'il y a cette part de conscience de se dire, nos parents, ils sont comme ils sont, ils ont leur vécu, leur vie. Maintenant, c'est à nous aussi de... Je reviens toujours au mot de se délester, mais en quelque sorte, c'est vrai, c'est une forme d'émancipation, en fait, tout simplement. De les regarder tels qu'ils sont. Et de faire tomber le jugement, bien sûr. C'est un vrai travail aussi, parce qu'on a tous une image d'Épinal de quelque chose. Surtout dans une société où on voit des pubs. Alors, les pubs, c'est très marrant aussi, des images de familles parfaites, machin. Mais personne n'est comme ça. On n'a pas des familles de pubs Knoll, ça n'existe pas. C'est pas... je sais pas. C'est pour ça que le cinéma existe aussi, c'est pas de la pub. Et que c'est important pour la représentation. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que t'es encore juste la fille de ta mère, comme tu le dis au début du film, ou est-ce que tu te sens véritablement femme ? Est-ce que t'as fini de te délester, que t'as posé les valises que tes parents t'avaient données et que t'as commencé à faire tes propres valises ? Oui, je pense que je suis la fille de mes deux parents, et plus que de ma mère déjà. Et de mon père, parce que à certains niveaux, je le comprends. Je peux comprendre cette sensibilité-là. Je me sens... je le ressens en tout cas, c'est vrai que... et en tant que femme, je trouve que c'est un apprentissage, parce que cette fameuse phrase, on ne naît pas femme, on le devient, c'est tous les jours qu'on le devient. Et en tout cas, je commence à le devenir. Voilà. L'apprentissage est en cours. Voilà. Merci beaucoup, Romy Trajman, d'être venue dans Graines de Métamorphose. Je rappelle que ton documentaire musical Le divorce de mes marrants sort à la mi-juin, donc c'est tout bientôt. Pour plus d'informations, on peut visiter directement le site qui est dédié, qui s'appelle ledivorcedemesmarants.com, ou le compte Instagram du même nom, et suivre ton travail sur ton compte Instagram à toi, où on peut le retrouver en tapant Romy Trajman, ROMYTRAJMAN. Merci beaucoup encore d'être venue dans Graines de Métamorphose, et à très bientôt pour la sortie de ton film. Merci beaucoup, Agathe, à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper Graines de Métamorphose dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram @Graines de Métamorphose. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne et ses invités qui vont vous nourrir avec des épisodes de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.